Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, un lumineux champ de vie. C'est en ces termes que le journal Le Parisien évoque le récit publié chez Grasset, Tiffaine Dumontier. Je suis bien d'accord avec nos confrères du Parisien, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en histoire au prisme de la cuisine et de l'alimentation. Question du jour, c'est pas la plus dure de la semaine. D'où vient le chocolat? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Benoît Sima. Et puis on reste dans la cuisine. Rendez-vous en fin d'émission, comme chaque semaine, avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste. Devinez quoi? Des fromages. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la journée mondiale du fromage. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Et bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous publiez aux éditions Grasset un récit intitulé « Dans le ventre des filles ». C'est l'histoire de plusieurs gestations entremêlées. Il y a celle des 2 bébés que vous portez alors, mais aussi celle de ce livre. C'est votre naissance en tant qu'écrivaine. Vous avez mis longtemps à vous autoriser, plus longtemps qu'à faire des enfants finalement. C'est pas 9 mois ou 7 un livre, oui. Un premier livre. Ben oui. Ça m'a pris du temps pour l'écrire, mais pour réunir les conditions pour l'écrire. Virginia Woolf, elle dit qu'il faut une chambre à soi et de l'argent. Bon, il faut aussi du temps. Et moi, c'est vrai qu'avec avec des jeunes enfants à la maison, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à l'écriture. Et ensuite, un métier. Donc, ça m'a pris du temps, mais petit à petit, j'ai grappillé comme ça du temps sur les vacances scolaires, puis le week-end, et puis je me suis mise à écrire mon livre. Et ça donne ce livre. Vous êtes, écrivez-vous, une femme en colère, mais une femme en colère qui s'ignore. Longtemps, je porte en moi 4 fléaux qui m'envahissent et me rongent, la colère, l'angoisse, la culpabilité et la fatigue. Mes 4 cavaliers de l'apocalypse. Je suis en colère contre tout et tout le monde pour des raisons que j'ignore. Ouais. En fait, c'est vrai que cet événement dans ma vie a fait l'effet d'un cataclysme, et je pense que ça a fait en fait ressurgir en moi des choses enfouies qui n'avaient pas été dites, qui n'avaient peut-être des rapports avec les autres au sein de ma famille plus élargie qui n'avaient pas été parlés, et en fait, je me suis vraiment... Vous absorbez. Ouais. Et là, vous découvrez que vous êtes en colère. On peut plus. Et ouais, c'est ça. Alors, l'événement, je ne l'ai pas dit, et il faut en parler et venir au récit proprement dit. Ça commence, le livre, par une échographie et un truc qui cloche. Un truc qui cloche à la première écho. En fait, c'est notre deuxième enfant. On se rend à la première écho, l'écho du premier trimestre, avec mon compagnon, Pierre. Et puis... tout de suite, on voit à l'écran qu'il y a quelque chose de bizarre. L'échographiste, le médecin nous dit « Vous voyez ce que je vois ?» sur un ton un peu plaisant. Et puis on se dit « Non, on ne comprend pas. » Et en fait... non, puis quand on a vu une écho dans sa vie, on n'y comprend rien, en fait, si on n'est pas médecin. Et on voit en fait qu'il y a bien un fœtus au milieu de l'écran. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y en a un deuxième. Mais il est tellement plus petit qu'on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un deuxième fœtus ou c'est... On ne comprend pas bien, surtout qu'il ne bouge pas trop. Et puis alors en plus, l'examen se déroule dans des conditions un petit peu chaotiques, puisqu'il y a une livraison de matériel qui est attendue. Enfin, c'est vraiment pas de sa faute, mais tout est un petit peu chaotique. Donc le médecin nous laisse, revient, et puis quand il revient, en fait, il n'a pas du tout le même ton enjoué qu'au début, donc on se dit ok, en fait il y a un problème. Un truc qui cloche, c'est un truc qui cloche. On croise, à défaut d'apprendre ou de retenir beaucoup de termes médicaux dans votre livre, on va en apprendre un seul, c'est celui d'omphalocèle, parce que c'est ça aussi qu'on voit lors de cette échographie. C'est quoi? Oui, alors l'omphalocèle, en fait, c'est une malformation abdominale, c'est ce dont souffre ce deuxième fœtus. En fait, c'est un défaut de fermeture de la paroi abdominale, c'est une sorte de hernie ombilicale. Il y a certains organes qui se développent en dehors du ventre, qui n'est pas refermé. Et le médecin nous dit que c'est une opération qui peut se faire à la naissance, pas de routine, mais presque. C'est quelque chose qui se fait bien de nos jours, nous dit-il. Le seul problème, c'est qu'on apprend quelques jours plus tard qu'en fait, cette malformation est souvent associée à d'autres anomalies, et ça peut être des choses comme des trisomies très sévères, la trisomie 13 ou la trisomie 18, et à ce moment-là, le pronostic, il est létal. Donc,
on ne sait pas si on va pouvoir garder ce deuxième fœtus. Alors, on va passer quelques dizaines de pages dans ce doute. L'omphallocèle, c'est quelque chose qui est à soi, mais en dehors de soi, écrivez-vous. Comme pour l'écriture, pour vous, à ce moment-là de l'histoire d'ailleurs, et de votre vie. Je n'ai pas précisé que vous étiez professeur de français, je pourrais le faire quand même. Donc, il y a quand même aussi un rapport à la littérature, qui est un rapport à la fois engagé, érudit et j'imagine de passion. Oui, alors la passion, elle est venue un petit peu plus tard, je dirais. C'est drôle ça, vous êtes devenu prof En fait, j'ai fait un petit détour par la librairie qui m'a beaucoup plu, mais c'est quand même un secteur où il est difficile de trouver des postes. Donc, j'ai un peu lutté. Et puis, finalement, l'Éducation nationale m'a réaccueilli puisque j'avais passé un concours il y a longtemps et je m'étais désengagée de ce projet en me disant finalement, c'est pas du tout pour moi. Et finalement, avec un peu plus de maturité. Ok, mais je me trompe peut-être pas totalement. Alors, quand je parlais de passion, je parlais de la passion du livre et de la passion de la littérature. Voilà. Je parlais pas forcément de l'enseignement. La passion de l'enseignement, c'est mais sur l'écriture, oui. Enfin, sur la... Toujours. Mais moi, j'ai toujours écrit, j'ai appris à écrire et puis je me suis mis à écrire mes propres histoires parce que celles que je lisais me satisfaisaient pas mal, mais j'avais besoin d'écrire mes histoires à moi. Il y a quelque chose qui dysfonctionne en vous, comme vous l'écrivez, et qui devient un peu comme la matérialisation de vos angoisses, sensation d'oppression physique que vous découvrez sous le sternum en permanent. À partir du moment où vous avez ce diagnostic, avec toutes les questions associées qui vont se dérouler dans le livre... Ah ouais. Cette petite boule noire là que j'essaye de rendre un peu inoffensive. Alors je l'associe aux petites noiraudes des films de Miyazaki, voilà, mais en fait elle est là vraiment avec moi tout le temps et ça m'oppresse, ça m'empêche de respirer et j'apprends à vivre avec. En réalité, j'apprends à vivre avec cette angoisse et parfois ça remonte dans la gorge, ça devient une sorte d'épée qui me tranche la gorge. J'utilise comme ça des métaphores pour essayer de l'apprivoiser, mais elle ne disparaît jamais. Elle mettra du temps à disparaître cette petite boule noire. Alors vous parlez de Miyazaki, vous parlez de mise à distance, c'est le moment de dire quand même qu'on n'est pas uniquement dans l'asphyxie et et dans la dimension dramatique de cette histoire. Quand on vous lit, on se marre aussi, il faut le dire. Et alors notamment parce que avec Pierre, le père des enfants, vous vous amusez à rebaptiser tout le personnel. Alors tout le cinéma hollywoodien il passe. Le premier c'est Peter Sellers, ensuite on a Cary Grant, un soignant ou une soignante, je ne me souviens plus, mais qui est très bronzé. Vous dites oui, elle revient des Maldives, ce sera Maldives, avec un nom de lieu un peu comme dans la Casa del Papel. Et ça va être votre façon d'inventer un univers. Oui, parce qu'en fait, ça part aussi d'une réalité très simple, c'est-à-dire que les soignantes et les soignantes ne se présentent pas toujours. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi, c'est que nous, on les a rebaptisés parce qu'ils n'avaient pas de nom pour nous. Bon, et puis après, c'est vrai que ça donne un côté un peu ludique et c'est plus amusant de voir les choses comme ça. Il y avait Carter aussi dans Urgence et lui, il était super. Ouais. Quand on découvre qu'un fœtus a une malformation grave, évidemment, la question de l'interruption de grossesse se pose. Et là, vous cachez absolument rien des doutes qui vous envahissent à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, c'est évidemment, moi, tant qu'on ne me dit pas votre fœtus a une pathologie létale, il ne pourra pas survivre ou il ne pourra pas vivre, il va mourir à la naissance ou il ne pourra pas vivre plus de 2 semaines, il y a une sorte d'espoir en moi. Je m'accroche à ça et puis je m'accroche au fait qu'en fait, il y en a 2 des fœtus. Et ça me semble une décision encore plus terrible à prendre parce que j'aurais l'impression d'ôter au premier fœtus le compagnon, la compagne. On peut révéler que ce sont 2 filles. Et j'aurais l'impression de doter à la première petite fille sa compagne qui était là juste avant. Le fait d'imaginer porter en moi, alors ce ne sont pas les bons mots, mais d'imaginer porter en moi un fœtus mort à côté d'un fœtus qui va continuer sa croissance, c'est quelque chose qui est insoutenable. Ouais. C'est insoutenable. Ceci dit, le moment où vous dites non, il n'y aura pas d'interruption, vous ne le dites pas vraiment. Enfin, en fait, vous ne la demandez pas, le médecin considère que si vous ne l'avez pas demandé, c'est que c'est... Oui, c'est ça. Non, vous refusez, vous gardez les 2. C'est très très fin la manière dont vous le racontez. Parce qu'en plus, Pierre n'est pas là, donc ça me surprend. Je me dis, mais comment il a pu croire que j'ai même pas dit oui, j'ai pas écrit c'est le père quand même, enfin... Et ça, pour nous, c'est très étrange. Et d'ailleurs, on demande après à le revoir et il nous dit, mais pourquoi vous voulez me revoir ? Mais en fait, pour acter le fait que
Et pour lui, c'était clair. Oui. Ouais. Voilà. Alors c'est peut-être aussi ce qu'on appelle l'expérience, peut-être qu'il savait, peut-être qu'il avait un peu d'habitude. Ouais. Au-delà des inquiétudes sur les conséquences physiques de cette maladie, ce sont les conséquences sur le développement mental. Vous avez d'ailleurs parlé de trisomie qui semble vous traumatiser le plus. Et là, vous vous raccrochez aussi à la littérature, mais vous sentez le vent de l'aile de l'imbécilité. Vous citez Baudelaire. Oui, en fait, et c'est ça qui vous fait le plus peur. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. L'altération des facultés mentales, peut-être que c'est encore pire que de naître sans avoir, je sais pas. Physiques, en fait, il y a aussi quelque chose qui s'est posé, c'est qu'on est dans une société qui est quand même très très validiste, et donc quelle est la place accordée aux enfants à besoins spécifiques, on pourrait dire ça comme ça, plutôt que différents. Et ça, c'est un vertige, parce que j'ai autour de moi quand même des gens dont les enfants ont des besoins, et je vois bien en fait que la société, elle n'est pas faite pour, et on fait régulièrement des émissions là-dessus. Et d'un autre côté, je me dis, enfin, comme le dit Pierre dans le livre, une enfant un peu différente, c'est aussi l'occasion de s'ouvrir à la différence, de s'ouvrir à la multiplicité des êtres, en fait. Et donc, on est prêts, nous sommes prêts tous les deux à l'éventualité qu'on aura une petite fille qui... En tout cas, vous décidez que malgré le risque du vent de l'aile de l'imbécilité de Baudelaire, elle sera accueillie. Elle sera accueillie. Tiffaine Dumontier, il y a 4 cavaliers de l'Apocalypse. On va parler de la culpabilité dans quelques secondes, mais enfin dans quelques secondes, je mens un peu, dans quelques minutes, si vous le voulez bien, puisque c'est l'heure de l'anti-sèche. On révise l'histoire de l'humanité, mais à travers la cuisine. On parle chocolat. Benoît Sima. Benoît Sima, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver comme depuis le début de la semaine. Vous êtes journaliste, essayiste et scénariste de bande dessinée, auteur avec Stéphane Doué de cette incroyable histoire de la cuisine, de la préhistoire à nos jours, 500 000 ans d'aventure. C'est aux éditions Les Arènes BD. Et je signale que vous étiez aussi l'auteur de l'incroyable histoire du vin, best-seller absolu de la collection Les Arènes BD. Best-seller absolu, j'aime bien l'expression. Je suis obligé, parce que comme il n'y a que des best-sellers dans la collection, il faut bien que je précise qu'il y a le best-best, quoi. C'est l'heure. Alors, notre question du jour, puisqu'on révise notre culture générale autour de l'histoire, mais de l'histoire culinaire. D'où vient le chocolat ? Alors, David, vous me parlez de chocolat, mais moi j'ai envie de vous répondre tomates, cacahuètes, haricots, dindons, et là, vous m'emmenez dans les Amériques. Tabac. Où est-ce qu'on est là ? On est chez les Aztèques et chez les Incas. Les deux Amériques, en fait. Ouais. C'est ce que découvrent nos lointains ancêtres européens quand ils arrivent dans les Amériques. Et c'est un jardin d'Éden, en fait. Et ce jardin d'Éden, tous ces aliments, tous ces nouveaux aliments qui vont pénétrer le circuit qui est déjà en mouvement d'alimentation, de partage d'aliments dans le monde entier depuis quelques siècles, eh bien ça va complètement renouveler le genre. C'est-à-dire que ça nous paraît très naturel aujourd'hui en Europe de manger des tomates ou des pommes de terre, mais enfin il y a 5 siècles ça n'existait pas chez nous. Donc, c'est devenu la tomate un pilier de la cuisine italienne, ou la pomme de terre un pilier de notre propre alimentation, parce que Cortés et les autres avaient découvert cette civilisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé à l'époque ? En fait à l'époque déjà des aliments circulaient. C'était pas, bien sûr pas nouveau. Il y a quelque chose que tout le monde connaît qui s'appelle les routes de la soie. Les routes de la soie, c'est quoi ? C'est la jonction entre les... Alors là, on n'est pas dans le même coin. Pas du tout. Mais je fais un petit retour en arrière, nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé au XVe siècle et au XVIe siècle. À l'époque de la grande civilisation musulmane, telle qu'elle se constitue, elle se connecte immédiatement avec la lointaine Asie que personne ne connaît. Et que font ces deux grandes civilisations, chinoises d'un côté, musulmanes de l'autre ? Elles échangent, non pas des lingots d'or ou je ne sais quoi, elles échangent des aliments et des recettes. C'est ça. Des secrets fait depuis toujours, si je ne me trompe pas, vous montrez un homme préhistorique quelconque échanger un morceau de viande contre un poisson avec un autre. Oui, enfin là, bien avant dans le bouquin. Enfin là, c'est sur 5 mètres carrés. Là, je parle de 5 Oui, j'entends, mais il y a quand même cette idée aussi qu'on s'échange les bons plans, les bons produits, quoi. C'est la base de la cuisine. Ça, c'est l'histoire de la cuisine depuis les plus lointaines origines. Je vous ai coupé, pardon. Route de la soie. Pas de problème. Donc, route de la soie, c'est le premier exemple de mondialisation de la nourriture. On va le dire comme ça. Et le deuxième exemple, mais à une échelle beaucoup plus grande, c'est la découverte des Amériques et de cet immense réservoir qui va permettre d'alimenter le monde entier et d'échanger des nouveaux aliments pour de nouvelles recettes qui vont devenir symptomatiques de certaines régions. Exemple, parce que là je blablate mais on comprend pas. Allez, on mange. Bon, on mange. On passe à table. Vous connaissez la cuisine indienne dans les restaurants indiens. Vous connaissez peut-être, si vous êtes amateur, le vindaloo. Oui, il y a une très bonne recette en page 228 de votre bouquin. Vous en parliez avant-hier, voilà, le vindaloo. Absolument, le vindaloo de porc. Eh ben, le vindaloo, c'est pas du tout une recette indienne. C'est de la fusion, ce qu'on appelle aujourd'hui la fusion. C'est le mélange des cultures, basé sur l'échange des aliments. Pourquoi ? Le vindaloo, c'est 1, des piments mexicains. C'est ça. 2, de la viande portugaise. 3, des légumes indiens.
Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a une colonie qui s'appelait Goa, qui existe toujours. Enfin, la colonie n'existe plus, mais l'endroit... Gao, vous dites. Gao, Goa, ou comment? Goa, c'est Gao. en Inde. Ouais, je crois que c'est Gao sur ce Voilà. Et donc, c'est là-bas Sinon, qu'on... je vous ai repéré une coquille dans le best-seller. Il y en a toujours une. Et celui qui la trouve gagne 50 €. Ah, intéressant. Et donc, c'est là que se crée ce genre de syncrétisme alimentaire qui se retrouve partout dans le monde et qui sont les symboles de cette mondialisation des aliments que votre première question sur le chocolat m'a amené à décortiquer. Et voilà, qu'on appelait un petit peu autrement et qui n'était pas du tout, on ne mettait pas de sucre au début. Hein, c'était... Alors le chocolat, si vous voulez qu'on en... Apparemment, vous voulez qu'on en parle. Un petit mot du chocolat quand même. Parler un peu, c'est pas du tout un aliment sucré au départ. C'est ça, voilà. Ils le pimentent même. Chez les lointains amérindiens, c'était d'abord une boisson sacrée réservée aux offices religieux, et ensuite elle était salée et pimentée surtout. C'est ça. Donc c'était un mélange de piment rouge et de cacao fondu. Je vous laisse imaginer le goût que ça pouvait avoir. Et oui, j'ai un petit souvenir de mon premier poulet à la mexicaine au chocolat. Oui, mais pas pimenté. Si, fait de manière assez traditionnelle. Vous me réjouissez de manger un truc assez suave et c'était bon. Hein, alors dans ce cas-là, c'est un lointain ancêtre de cette recette encore plus ancienne de ces lointains amérindiens. Le vindaloo de porc, du porc, des oignons, des piments, des tomates pelées, pommes de terre, cannelle, girofle. Alors ensuite, la liste, après, c'est que des épices. Voilà. Je ne vais pas donner toute la liste, mais elle est assez impressionnante. C'est les recettes qui viennent à la fin de cette incroyable histoire de la cuisine. Il y a une nouvelle édition qui vient de sortir, en plus avec des restaurants. Tout à fait. On en parle demain, des restaurants? On en parle demain. Allez, formidable. On va vous raconter la très longue histoire des restaurants. Oui, mais alors, si vous donnez la réponse à la question, on ne va pas s'en sortir, Benoît, puisque la question que je voulais poser, c'était les restaurants sont-ils réellement une invention des temps modernes? Alors, si vous dites déjà que c'est une longue histoire... Eh bien, oui et non. Eh bien, oui et non. On en parle demain avec Benoît Sima. C'est parce que tu es une mauvaise fille, chante une petite voix perverse dans mon esprit. Tout ceci, ce qui t'arrive, le coup du bébé mal formé, est une punition orchestrée par la Providence pour toutes ces choses que tu as faites. Donc ça, c'est le deuxième cavalier de l'Apocalypse qui vous habite, Tiffaine Dumontier, c'est la culpabilité. Oui. Et là, je fais encore un détour par la littérature en convoquant toutes ces femmes qui n'ont pas de maternité heureuse parce qu'elles sont en quelque sorte punies d'avoir voulu peut-être une certaine liberté, et je m'associe à elles. Oui, la culpabilité, j'ai vraiment pour le coup mis très 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 longtemps à m'en débarrasser. Chaque cigarette fumée sur un balcon en fin de soirée, chaque verre de vin. Oui, chaque goutte de Coca Light aussi. Ah oui, c'est ça, l'aspartame, absolument. Oui, ça vraiment, dès le début, je me dis c'est moi qui ai dû commettre une erreur. Comment vous en sortez de ça? Ça, c'est compliqué. Je m'en sors en partie, en grande partie peut-être, grâce à cette psychologue du service de réanimation que je rencontre et qui pose des mots sur cette culpabilité. Je viens d'abord d'évoquer la culpabilité en tant que mère qui a accouché prématurément, parce qu'en plus, sans vouloir trop révéler, mais... On révèle, on spoil un petit peu. Il y a ça, et ça, c'est commun à toutes les mères de préma. On n'a pas fait comme il faut, on n'a pas su garder nos enfants au chaud, on n'a pas su les chérir jusqu'au bout. Et donc ça, elle élimine ça, et puis progressivement aussi, elle élimine la culpabilité par rapport à cette malformation. Personnage assez formidable que cette psychologue, parce que pour le reste, votre livre, c'est aussi un document sur le monde hospitalier, ses grandeurs, mais aussi ses petitesses, et peut-être par-dessus tout, le fait qu'il est totalement illisible. Chaque soignant semble pris dans sa tâche, et c'est à vous de décoder, à vous de recoller les morceaux pour essayer de comprendre. C'est un puzzle en permanence, quoi. Alors, effectivement, elle, de ce point de vue-là, c'est une personnalité lumineuse, quoi, parce qu'elle arrive, elle met un peu de sens et de cohérence dans le tout. Mais sinon, c'est dingue, quoi. Ils se parlent jamais. Ils ouvrent à peine votre dossier. Oui, c'est ça. Ben, en fait, en même temps, je leur en veux pas. Ça, je trouve sympa, quand même, parce qu'une ou deux fois, ils pourraient vous demander comment vous allez. Si, bien sûr, oui. Non, c'est vrai. Il y a quelques personnes, je me dis, moi, ne dites pas que le cavalier de l'Apocalypse scolaire, il en reste pas un tout petit peu, quand même. Non. Mais en fait, je dis que je leur en veux pas personnellement, individuellement, parce que j'en veux un système. Voilà, la colère, elle est toujours là, mais elle est politique. Voilà, vous la politisez, en tout cas, pour la mettre à distance. Ouais. Et voilà, ce qu'on fait actuellement de l'hôpital, les questions qui se posent, je pense, sont cruciales, parce que d'un côté, on dit qu'il faut aller de plus en plus vers le soin, vers l'écoute des patients, des patientes, et puis en même temps, on enlève les moyens. Donc, on organise un système qui ne le permet pas. Alors, ce qui s'aggrave un tout petit peu en ce qui vous concerne, si je puis me permettre, mais c'est vous qui l'écrivez, parce que l'autorité de la blouse blanche, on peut penser aux expériences de Stanley Milgram, ou que sais-je, mais vous l'acceptez, vous l'autorisez. Donc ça, c'est le côté, on me dit les choses, bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Il n'y a pas de révolte, c'est la psy qui vous dit, autorisez-vous la colère à un moment donné, d'ailleurs, mais tant qu'elle ne vous le dit pas...
Oui, finalement, elle me dit bon, là, ce serait bien que vous mettiez un petit peu en colère. Ouais. Et puis, vous allez voir. Ouais. Alors, je l'autorise parce que dès le départ, en fait, dès l'annonce de la première écho catastrophique, je perds pied. En fait, il y a quelque chose de complètement vertigineux. J'ai peur. Alors, je commence à vouloir me raccrocher à des signes. Et puis après, je me suis dit non, mais il faut faire confiance à la médecine. Donc, c'était aussi une sorte de réflexe de survie. On va faire confiance aux médecins. Ils savent ce qu'ils font. On va les écouter. Et puis après, progressivement, oui, je me rends compte à quel point en fait ça dysfonctionne et en fait à l'hôpital, si on réclame pas, on n'a pas. Et moi, jamais, parce que je suis comme ça, c'est mon caractère, je n'ose pas trop réclamer, déranger, et donc je réclame pas, par exemple, de voir mes filles au moment où elles naissent, alors que j'aurais juste pu dire montrez-la moi. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, mais au moins je m'en veux un peu de ne pas l'avoir fait. Ouais. Et puis j'apprends à dire, à réclamer, et y a cette jolie scène avec un infirmier qui m'écoute. Apprenez à prendre la parole aussi, et c'est ce que vous faites avec le livre. Je ne sais pas s'il y a un équivalent, je ne pense pas, au mot validisme, donc qui décrit le fait que notre société est organisée pour les personnes valides et qu'elle est pour le moins désagréable pour les personnes en situation de handicap, mais quand on est future mère, quand on est enceinte et qu'on a un enfant, on porte un enfant qui a un problème, et ensuite quand il naît et que c'est compliqué, parce que c'est compliqué malgré tout à la naissance, il y a une immense solitude sociale. Et alors solitude, c'est quelque chose dont il est compliqué de parler autour de soi, mais pas seulement compliqué parce que vous avez du mal à le dire, mais au fond les gens n'ont pas très envie de l'entendre, d'une part, et d'autre part, même à l'hôpital, avec d'autres parents qui traversent les mêmes affres, alors il y en a un ou deux avec lesquels une belle relation se tisse, et d'autres qui sont emmurés dans leur souffrance. Et voilà, et on ressent ça en vous lisant, cette solitude immense que vous traversez, vous, alors avec Pierre en l'occurrence, mais vous beaucoup quand même. Ouais. En fait, oui, c'est pas de bol, parce que c'est vrai que c'était une période où j'étais un petit peu dans une phase de transition entre des différentes amitiés, certaines qui s'étaient un petit peu étiolées, les amitiés de jeunesse, de la période des études, et puis en fait aujourd'hui j'ai une chance incroyable. Enfin, j'ai la chance d'être entourée de énormément d'amis qui, je pense, seraient là aujourd'hui. Vraiment. À l'époque, c'est pas le cas, et c'est vrai qu'on est très très seul. Et puis le malheur éloigne, et ça fait peur en fait. On était entouré de gens qui avaient des enfants, qui voulaient avoir des enfants. Les gens qui veulent des enfants, ils ont très très peur des grossesses problématiques. Donc ça éloigne beaucoup. Et puis c'est de superstition, parce que ça protège de rien. Mais bon. Oui, mais en fait les gens savent pas quoi dire. C'est ça. Les gens savent pas quoi dire. C'est tellement affreux. Et puis ils peuvent pas s'imaginer ce qu'on traverse. La réa, encore plus que la néonate, qui est quand même un... Alors, natalité, c'est les services pour les enfants prématurés. Et la réa, c'est la réanimation. C'est quand il y a une instance, un risque de mort. Exactement, ça accueille des enfants de 0 à 16 ans. C'est un monde que je décris comme un monde en soi. C'est les limbes, en fait. Pour moi, c'est les limbes. Il y a une autre coïncidence, un autre mal qui vient se nicher, non pas dans le ventre des filles, mais tout de même dans le corps des femmes, c'est le cancer du sein, et c'est celui dont vous découvrez que souffre votre mère. Elle ne vous a rien dit. Les jours qui suivent, dans mon esprit, la même question tourne en boucle. Ça, c'est vous qui le dites. Tu préfères une mère guérie à une fille cancéreuse, ou une mère morte et une petite fille en bonne santé? Je sais bien que ce dilemme est complètement con, que personne ne me demande de choisir entre ma mère et ma fille, mais c'est plus fort que moi. Je me sens comme Ulysse face à Charybde et Scylla. Ouais. Bon, ça, je pense que c'est un réflexe que beaucoup de gens font, c'est-à-dire une espèce de négociation avec le destin. Qu'est-ce que tu préfères? Et c'est affreux. Et on vient de m'apprendre que ma fille aurait peut-être des risques de cancer infantile. Et j'ai appris 3 jours avant que ma mère souffrait d'un cancer du sein, que c'est son 2e cancer du sein, que c'est une forme agressive. C'est jamais bon, donc j'ai très peur pour elle. Et c'est terrible que ça arrive à ce moment-là. Et en plus, ça nous prive toutes les deux d'une forme de soutien, puisqu'en fait moi ce que je vis est tellement dur que j'ai pas d'espace. Vous n'avez pas d'espace pour ça, et elle pareil, donc c'est assez tragique pour nous, mais je vous rassure, elle va très bien aujourd'hui. Tout le monde va très bien, on peut le dire. Alors je vous ai demandé d'ailleurs juste avant l'enregistrement, est-ce que vous voulez qu'on spoil un petit peu, parce que moi, alors je vous le dis quand même, si vous lisez le livre, au fond, qu'on sache ou pas comment ça se termine, c'est une écriture très forte et qui laisse on a aussi la petite boule dans le sternum qui remonte de temps en temps, mais effectivement tout le monde va bien à la fin. Vous m'avez dit, moi j'aime bien les happy
européenne. Alors il y en a un troisième d'enfant dans le paysage, Oui. on termine avec lui. C'est Arthur, votre fils, Oui. et vous découvrez très tardivement, il est impossible à gérer pendant tout ce temps-là. Et à un moment, quelqu'un vous dit, mais tu lui as parlé au fait? Ouais. Mais c'est la fameuse psychologue de l'arrière qui, en fait, finalement, je finis par lui parler. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, je suis allée la voir en consultation parce que je lui ai dit, écoutez, là, vous faites des miracles. Il faut, même si c'est loin, je viens. Et en effet, elle m'a énormément aidée. Elle m'a accompagnée après. Et en effet, elle a désamorcé cette crise. Alors, c'était pas la première personne que je voyais au sujet d'Arthur parce que j'avais réclamé de l'aide. J'avais été voir la psy de la crèche. Et en fait, on me parlait de bon, il a 2 ans, vous êtes enceinte, il est jaloux, c'est normal, tout est normal. Et elle a mis le doigt sur ce qui manquait, à savoir une parole qui n'avait pas été dite. Je lui avais pas annoncé ma grossesse, il l'avait deviné. Et après, comme ça a été catastrophique, moi le jour de la première écho, j'imaginais déjà lui annoncer le soir, tu vas être grand frère. Les mots étaient, je pouvais plus laisser, je savais pas quoi dire. Et ça, c'était dans la boule du sternum. Et lui, en fait, je pense qu'à partir de là, il y a eu énormément d'angoisse chez lui. Il comprenait pas, il s'est senti mis à l'écart. À partir du moment où j'ai tout raconté, ça allait mieux. Voilà. D'un tout petit mot. Vous écrivez, parallèlement à mon combat contre la culpabilité, j'ai longtemps mené une lutte féroce contre l'angoisse. La thérapie, l'écriture, ça vous a guéri ou ça reste le combat d'une vie de lutter contre l'angoisse? Disons que... non, en fait, je pense que j'ai toujours un fond d'angoisse, mais... Ça aide un peu quand même. Oui. En fait, l'écriture... Allez, on parle en écrit. Ouais. Dans le ventre des filles, c'est chez Grasset, c'est signé Tiffaine Dumontier. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? Oui. Tous les jeudis, on passe à table. Ça vous dit? C'est l'heure de la cantoche et c'est que des trucs sains. C'est pas des trucs qui font des problèmes après dans la vie. On culpabilise pas. Fromage. Okay. Plateau repas, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes diététicienne et nutritionniste et vous ne pouviez pas rater la grande actu de votre secteur aujourd'hui, la journée mondiale du fromage, un aliment apprécié dans le monde entier. Pourquoi cette journée d'abord déjà? Parce qu'il y a une journée mondiale pour tout, mais bon. Parce qu'il y a quand même 95% des Français, alors là c'est une journée mondiale, on retient que 95% des Français consomment du fromage au moins une fois par semaine. Ah oui, c'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Alors la journée mondiale du fromage, elle a été lancée en 2001 par l'association mondiale du fromage, World Cheese Organization. Cette journée, elle a été créée pour célébrer et promouvoir l'importance du fromage dans le patrimoine culturel mondial et pour encourager les gens à découvrir de nouvelles variétés de fromage. Et donc vous, diététicienne et nutritionniste, attentive à notre santé, vous allez m'expliquer que le fromage c'est bon pour la santé. Et là je vais faire... Eh bien riez Emmanuel, parce que oui, virgule, par certains aspects. Voilà, il y a certains aspects. Alors c'est une source vraiment excellente de protéines, une source excellente de calcium, et ça c'est bien pour la croissance de nos chers enfants, entre autres. Et c'est important de rappeler quand même que le groupe d'aliments qui s'appellent les produits laitiers, qui contiennent tous les laitages, yaourt, fromage blanc et fromage, c'est bien d'en consommer au moins une fois par repas. Et en plus, le fromage est particulièrement concentré en calcium, c'est le petit plus. Ça contient aussi de la vitamine A, qui est bonne pour nos yeux, pour la peau. Voilà, on voit que Emmanuel mange du fromage, ainsi que des vitamines du groupe B, essentielles pour le métabolisme et l'énergie. Et chez les enfants, c'est important pour leur développement, leur croissance physique et leur croissance mentale. D'accord, c'est pas gras le fromage? Si, je peux pas dire le contraire. C'est plutôt gras et en plus pas forcément des bonnes graisses. Souvent ce qu'on appelle les graisses saturées, les mauvaises entre guillemets. Et puis c'est un aliment qui est salé, ça il faut aussi ne pas en surconsommer, et d'où l'utilité de ne pas consommer plus d'une portion par jour en général. Donc concrètement, comment j'intègre le fromage dans l'alimentation des enfants? Alors, déjà, ça fait complètement partie de l'équilibre alimentaire. Il ne faut pas avoir peur du fromage. Ce qu'il faut, c'est l'intégrer de manière raisonnée et équilibrée. Alors, au lieu de donner la grosse portion de fromage à un seul repas, n'hésitez pas à donner sur plusieurs repas, mais des petits cubes, des petits morceaux. On en met un petit peu sur des pâtes, lors d'un goûter, dans un sandwich. Ça lui donne l'impression, parce que les enfants aiment bien le fromage, d'en avoir beaucoup, alors que ça va être des petites quantités. Pensez aussi, lorsque vous proposez un plat avec du fromage, de l'accompagner avec des fibres. Les fibres, c'est les légumes. Donc, oui, pâte au fromage, mais il ne faut pas oublier éventuellement l'entrée de crudité. Ou du raisin, des figues, des scorbus. Exactement, merci. Et on varie les sources de calcium, le lait, le yaourt et même les légumes à feuilles vertes. Ça contient beaucoup de calcium, les légumes à feuilles vertes. Ok. C'est quoi ça?
C'est du fromage. C'est du fromage, mais c'est un fromage végétal. Je ne pouvais pas. Non, pas celui-ci, mais il y en a certains qui sont très bien faits au point que ça sent. Alors celui-ci, souvent c'est fait avec de la noix de cajou. Celui-ci est fait avec des protéines de tournesol. Il y a de l'huile de noix de coco. Et puis malheureusement, et c'est un des aspects négatifs, souvent il y a de l'ajout de sucre. Il y a un peu d'ajout de sucre, il y a du sel, c'est sûr. Je voulais en parler parce que c'est la journée du fromage, certes, mais il y a des personnes qui ne mangent que du fromage végétal pour des convictions personnelles ou pour la santé. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de lactose. Les personnes qui seraient intolérantes au lactose. Il y a moins de graisses saturées, les mauvaises graisses, pas de cholestérol. Et puis c'est riche en général en fibres. Donc c'est plutôt bien. Mais... le fameux mais, ils peuvent contenir, malheureusement, ça dépend des gammes, je ne veux pas tous les mettre dans le même panier, des additifs, des conservateurs, des arômes artificiels. Donc c'est important de lire les étiquettes. Celui-ci, j'ai lu avant de vous le proposer, il y a un ajout de sucre, c'est forcément pas ce que je préfère, mais bon, c'est comme ça, en fonction des marques et des variétés. Je vais peut-être aimer alors. Non, et vérifier, et vérifier surtout qu'il soit enrichi en calcium, parce que sinon on n'a pas un équivalent exact. Alors moi je vais goûter avec vous. Je vais vous servir. Vous voulez ou pas? Oui. Ouais, allez. Alors, servez-moi. On vit dangereusement. Allez-y. Allez-y. Certains imitent même le fromage bleu avec des moisissures. Allez, on y va. Ouais. Ça fait le job. Ça fait le job, exactement. On n'est pas dans quelque chose, à mon sens, il y a même le petit... truc de l'arrière, le retour de le bouche, retour, là. Ouais. Sachant qu'il n'y a que du tournesol et de l'huile de coco, mine de rien. Sucre et sel. En dégustation à l'aveugle, je disais que c'était un fromage. Ah oui. De lait. Oui, ça passe. Bon bah vive le fromage. Vive le fromage et bonne journée. Fromage. Sandra, merci beaucoup. Tiffaine, merci beaucoup. Dans le ventre des filles, c'est chez Grasset, Tiffaine Dumontier. Vous pouvez le lire. Un très beau livre, très saisissant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Amélie Schwicker et Emma Razafin-Darlambeau au maquillage. Marine Plantec et Dylan Coller à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec Michael Fristro au son, Théo Bosca à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.